On va commencer avec Denis, qui est en direct de Dijon et qui en a profité pour mettre derrière lui les posters des opérations les plus remarquables que vous avez menées, Denis. Hein? Bonjour, je vois ça. vous m'entendez ? Je rappelle, Denis, que vous êtes, alors je cherche votre titre, adjoint au maire de Dijon, chargé entre autres du projet On Dijon, Human Start Sustainable City et hydrogène. C'est bien ça? Là, j'ai bien descendu? Oui. Alors on est pas mal. On va essayer d'être un petit peu dynamique dans notre échange. Avec vous, alors qu'on a échangé pour préparer sur ce sujet, vous m'avez dit, finalement, pour habiter autrement, on s'y est pas pris suffisamment tôt. On n'a pas forcément de stratégie. La mise en œuvre s'est faite un peu tardivement. Donc il faut mobiliser aujourd'hui. On a un sujet d'innovation et d'ingénierie. On a un sujet d'enveloppe financière à mobiliser pour aller vers les économies d'énergie et principalement les bâtiments anciens, qui reste quand même un problème récurrent qu'on aura évoqué ce matin. Oui. En fait, moi, ce que je pense, c'est qu'on a un double défi. On a le défi de l'existant, puisqu'on hérite d'une situation qu'on a nous-mêmes produite d'une certaine manière depuis plus de 50 ans, que le mur du CO2 est devant nous et que la question qu'on a, c'est comment faire mieux tout de suite et préparer les 20 ans qui viennent pour faire beaucoup mieux, puisqu'il faut passer de 10 tonnes de CO2 par habitant à 2 tonnes. Donc là, c'est ça qu'on a devant nous. J'étais à un débat avec des jeunes de l'école de commerce de Dijon cette semaine qui réfléchissent au sein de l'école de commerce à la question de la décroissance post-croissance. Donc déjà, c'est intéressant. Ça veut dire qu'en termes d'état d'esprit, c'est ce qu'on a vu ce matin dans les différents échanges, les choses ont bougé, tout le monde est conscient. Donc c'est déjà une première chose. Ensuite, le deuxième sujet, c'est ce que je vous disais sur l'ingénierie, c'est-à-dire que lorsqu'on veut rénover des bâtiments, François Rebsamen a fait des propositions qui touchent à la fois la fiscalité, la simplification des différentes normes, qui touchent à la question des diagnostics, qui touchent à ce qui a été dit tout à l'heure sur les coopérations. Mais les propositions sont faites, mais on ne va pas assez vite pour les mettre en œuvre. Donc là, il y a un sujet. Et ensuite, il faudrait mobiliser plusieurs dizaines, plusieurs centaines de milliards très vite pour, on l'a vu ce matin, à la fois rénover tous les systèmes de chauffage au fioul. Il faudrait, donc ça c'est plutôt de l'habitat individuel, mais dans l'habitat collectif, il faudrait aller beaucoup plus vite sur la rénovation thermique des bâtiments. Ça veut dire qu'il faut imaginer une ingénierie financière sur les 10 prochaines années pour que les gens puissent mobiliser l'argent et que ça soit soutenable. Or, aujourd'hui, on est plutôt dans un verdissement de la finance et on n'est pas vraiment en train d'adresser ces sujets-là de manière forte et efficace, à mon sens. Donc une problématique économique. Je me tourne vers vous, Antoine Lebrun. Vous êtes directeur RSE, Organisation et Transformation de LP Promotion. Quand on a échangé, vous mettiez en avant une notion qui vous semble fondamentale, c'est celle de densité raisonnable et qui a un écho d'ailleurs à ce qu'a dit tout à l'heure Christine Lecomte. Il faut d'abord composer avec l'existant pour des raisons environnementales. On rappelle ce qu'elle a dit, c'est-à-dire qu'on veut transitionner pour 2050, il faut rappeler que 80% des logements de 2050 sont déjà construits, donc il va falloir optimiser l'existant, ce qui n'est pas une mince affaire. On a vu qu'il y a un problème financier. Il va falloir répartir les efforts entre réhabiliter l'ancien et avoir un neuf qui est complètement exemplaire. C'est la quadrature du cercle, c'est complexe. Oui, ça pose beaucoup d'enjeux. Effectivement, quand on sait que la réhabilitation, ça peut avoir jusqu'à un facteur de 1 à 10 sur l'empreinte carbone, c'est inévitable de passer par là. En ce qui concerne la construction neuve exemplaire, on a quand même un certain nombre d'enjeux à surmonter, puisque comme on l'a dit jusqu'à présent, on partage un petit peu tous les constats, on partage les idées, mais il faut absolument faire beaucoup plus loin et beaucoup plus rapidement. Et là-dessus, Philippe Madec disait encore il y a quelques mois, on a gagné la bataille des idées, mais pas celle du terrain. Et il faut beaucoup se poser la question du comment. Donc pour un promoteur comme LP Promotion, son empreinte carbone, si je la simplifie, à 50% ce sont les vecteurs énergétiques et 50% ce sont les matériaux. Sur les vecteurs énergétiques, par exemple, il y a une petite réflexion.
C'est un des leviers les plus faciles, enfin les plus impactants pour réduire cette empreinte carbone. On peut atteindre jusqu'à 20% de réduction de l'empreinte carbone sur toute l'analyse du cycle de vie. Donc ça, c'est hyper intéressant. On est en train de travailler sur notre stratégie climat avec le cabinet Carbone 4, donc ça, c'était hyper intéressant. En revanche, soit on décide d'agir à l'échelle individuelle du projet, ça peut être par exemple aller vers la PAC, on parlait tout à l'heure d'électrification des usages, aller vers la PAC. La PAC aujourd'hui, je lisais un rapport il n'y a pas longtemps de l'Institut national de l'économie circulaire, qui est hyper intéressant, qui a été fait avec Capgemini, qui en gros traite de comment réussir la transition bas carbone sous contrainte de ressources. Et donc la PAC, on estime que le besoin en PAC va être multiplié par 8 à horizon 2050. Donc construire une PAC, c'est aller chercher des matériaux, des métaux, etc. Et ça, c'est pas forcément évident. Et après, il y a une deuxième échelle, c'est l'échelle de raisonner plus à l'échelle du quartier, à plus grande échelle. Je sais qu'à Dijon, par exemple, pour prendre l'exemple, il y a le projet Response avec le quartier à énergie positive. Et bien ça, c'est une échelle qui est intéressante de travailler puisque finalement, on a fédéré des partenaires, plus de 53 partenaires. Vous voulez dire on ne veut pas y aller seul, c'est ça que le message. Voilà. Et sur la question des matériaux, qui sont les 50 autres %, et là je ferai le lien aussi avec Monsieur Moussard, aujourd'hui, il y a tout un tas de solutions qui existent. On n'est plus dans la découverte de solutions. L'enjeu, c'est d'accélérer leur déploiement. Et le choix qu'a fait LP Promotion là-dessus, c'est d'investir notamment via une prise de participation minoritaire dans une entreprise qui fait de la brique de terre crue, parce que, qui est basée à Albi, qui s'appelle à Groyet, partons dans le Tarn, qui s'appelle Brique Technique Concept, parce que là-dessus, quand on rencontre les entrepreneurs qui ont ces belles solutions, ils ont besoin d'accélérer leur développement. Ça passe par un maillage territorial plus fort, ça passe par la construction d'usines, la mise en place d'appareils productifs, et ça coûte de l'argent. Et le promoteur, il peut se contenter de le prescrire, c'est très bien, mais si on veut aller plus vite et plus fort, il faut aider le développement et l'émergence de ces nouveaux matériaux. Alors une autre solution, ça peut être les bâtiments modulaires. Je me tourne vers vous, Cyril Moussard, le PDG de Modulem. Vous allez nous expliquer ce que sont les bâtiments modulaires et quels avantages ça apporte. Bonjour à tous. En fait, le constat aujourd'hui de la construction, c'est-à-dire qu'on est tous conscients et on en discute tous aujourd'hui, le constat de l'évolution est nécessaire. Seulement au niveau de la manière de construire, on s'aperçoit qu'on n'a pas fait d'évolution depuis de nombreuses années. Si on prend toutes les industries confondues, on sait que les industries de l'automobile, l'aviation, des télécommunications ont évolué en termes de productivité de plus de 200%. Sur les 40 dernières années, le bâtiment, c'est moins 10%. Donc, c'est-à-dire qu'on construit moins bien, moins vite aujourd'hui qu'il y a 40 ans. Et donc, on parle aujourd'hui d'évolution, de révolution pour apporter des solutions. Et l'industrialisation, la construction hors site est une approche, une solution qui pourrait répondre à ces problématiques-là. Ça veut dire concrètement, le chantier est réalisé dans un atelier, c'est ça? Voilà, tout à fait. En fait, on déplace le chantier à l'atelier un petit peu, on s'inspire de l'industrie automobile ou de l'aviation dans notre région, c'est-à-dire qu'on va travailler en milieu protégé avec un encadrement, c'est-à-dire qu'on va intégrer tout ce qui est maquette numérique, c'est-à-dire qu'avant de produire un bâtiment, on va le fabriquer numériquement pour vérifier que tout fonctionne bien. Et une fois qu'on a toutes les validations, en fait, on va lancer la production du bâtiment. Donc, on travaille dans un milieu sécuritaire pour les salariés. Donc, on n'a pas ce que j'ai dit tout à l'heure, pas d'intempéries, mais en même temps, on a un encadrement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de place à l'improvisation. Chaque question est répondue par le bureau d'études qui est intégré à l'usine. Et donc, ça évite effectivement toutes les problématiques. Je prenais les statistiques de la SMA BTP. Aujourd'hui, la sinistralité des bâtiments a augmenté de 70% sur les 8-10 dernières années, ce qui est assez important, assez énorme. Et donc, je pense parce qu'effectivement, Modulem, on est un acteur de la construction hors site, donc on est convaincu que ce changement doit intervenir. Et ça passe. Vous auriez pu être ambitieux en disant on est à l'aube d'une révolution. Je l'espère, en tous les cas. Je crois qu'il y a 160 rapports aujourd'hui qui mettent en avant la construction hors site comme une solution. Aujourd'hui, si vous deviez acheter un véhicule et vous même pensiez dire je vais solliciter des entreprises qui vont venir construire le véhicule chez moi avec différents intervenants, pas forcément de coordination, je suis quasiment convaincu que votre véhicule prendra du temps à être construit et surtout il fera apparaître beaucoup de défaillances, beaucoup de défauts. Aujourd'hui, on sait que l'industrialisation est une solution qui amène des garanties en termes de qualité, mais également on parle de coût parce que tout ça a des engagements, ça a des contraintes de coût. Aujourd'hui, si on prend toujours la référence de l'automobile, avant il fallait, je crois que c'était sur les statistiques, c'était 14 SMIC pour acheter pour un véhicule il y a 40 ans. Aujourd'hui, c'est à peu près 10 SMIC.
pour une maison, c'était 5 ans, il fallait compter 5 ans de salaire pour se payer une maison. Aujourd'hui, c'est 9 ans. Donc en fait, on s'aperçoit qu'au niveau des ratios, parce que notre métier du bâtiment n'a pas évolué, donc forcément, on s'aperçoit que c'est de plus en plus compliqué. Et aujourd'hui, avec la RE 2020 et toutes ces problématiques de pénurie de main-d'œuvre et de matières premières, je ne sais pas comment un primo-accédant va pouvoir investir dans son logement, quoi. On va en reparler, on repart à l'échelle métropolitaine tout de suite avec vous, Denis. Donnez-nous envie, qu'est-ce que vous avez fait à Dijon qui peut nous inspirer ici à Toulouse, des projets qui contribuent aux enjeux de ce fameux habitat durable? D'abord, comme c'était dit tout à l'heure avec le programme PUCA-POPSU, on est aussi en interaction, on travaille ensemble et en coopération, notamment avec des villes, des métropoles comme Toulouse ou d'autres. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? D'abord, il y a une réflexion politique qui part d'un constat, c'est qu'on doit raisonner de manière transversale, ça a été beaucoup dit, et dans la coopération entre différents sujets. D'abord, la base, c'est l'écologie, la biodiversité. Donc, tout ce qu'on améliore pour ça, c'est bon. Mais ce n'est pas suffisant parce que ça peut être au prix d'injonctions et de contraintes. On l'a vu tout à l'heure. Moi, je préfère l'adhésion des populations et pour ça, il faut porter un sens qui est beaucoup plus global. Donc, écologie, biodiversité, un élément clé. Ensuite, il y a l'enjeu du social, de l'inclusion et de quels éléments sociétaux on peut mettre en place pour qu'il y ait une participation citoyenne aussi beaucoup plus forte aux décisions et une meilleure compréhension et une meilleure adhésion. Et enfin, il y a la question du développement durable qui est comment, lorsqu'on construit, lorsqu'on se déplace, lorsqu'on mange, c'est les grands postes qui produisent du CO2, lorsqu'on consomme de l'énergie, comment on fait mieux et peut-être on change la donne. Donc ça, c'est autour de cet enjeu-là. Et au cœur de ce sujet, évidemment, un des sujets qui m'est cher, c'est la recherche et l'innovation. Parce que c'est aussi comme ça qu'on va pouvoir y arriver. Alors, quel projet on adresse? Response a été cité, c'est un projet où on essaye à l'échelle européenne de démontrer qu'on peut avoir des quartiers à énergie positive avec l'adhésion de la population et avec des transformations profondes des quartiers et de la production et de l'autoconsommation d'énergie. Un deuxième projet, c'est une mobilité globale. On a aujourd'hui dans le même contrat le tram, les bus, les vélos, vos pieds et toutes les données qui vont avec. Donc j'en viens à un troisième projet qui est Dijon, un projet de ville intelligente, connectée, mais au sens métropolitain, c'est-à-dire qu'on a à la fois un village de 500 habitants comme Magny et 160 000 habitants à Dijon. Et ces 23 communes travaillent et coopèrent ensemble dans l'espace public. L'espace public nous permettant de mieux piloter les infrastructures. Un exemple, 65% d'économie d'énergie sur l'éclairage public. Et le fait de passer à quelque chose de technologiquement beaucoup plus performant vous donne aussi des nouveaux usages. Vous pouvez arbitrer entre être plus sympathique pour la biodiversité, les petites chauves-souris et les insectes, parce que vous allez éteindre certaines zones vertes, des zones de biodiversité, et vous pouvez aussi donner un meilleur sentiment de sécurité aux habitants. Tout ça s'arbitre, tout ça se discute, ça redonne de la politique. Et enfin, on a aussi un projet alimentation durable et on souhaite basculer à l'hydrogène l'ensemble de nos bus. Voilà ce qu'on essaye de faire pour contribuer à ce que la facture en termes de CO2 baisse, à ce que cette production d'énergie fossile soit vraiment de manière significative en baisse, mais on le fait dans une logique d'alliance des territoires. Deux exemples, l'alimentation, ce n'est pas les jardins partagés Dijon Métropole qui vont permettre de nourrir les 260 000 habitants du territoire. Donc il faut qu'on travaille de manière performante sur l'agroécologie avec les territoires autour. C'est très important et on n'est pas là pour leur donner des leçons, ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. Et ensuite, un autre exemple, c'est la question de l'eau. Mais là, c'est une question quasi nationale, on l'a vu cet été. Comment on travaille sur les bassins versants, comment on travaille sur les nappes, comment on travaille sur les fuites. On a vu aussi cet enjeu-là à Dijon Métropole, de manière à maintenir aussi la question du pouvoir d'achat est importante dans le social et le sociétal, on le voit bien en ce moment avec l'énergie. Donc cet ensemble de projets-là crée un écosystème qui adresse ces questions en termes de CO2. Je finirai en disant qu'il y a un sujet qui est très important, c'est que les données qu'on produit nous permettent aussi, évidemment dans une logique de sobriété numérique, sinon ce serait pas cohérent, mais ça nous permet aussi d'être dans l'aide à la décision, dans du prédictif, c'est des éléments très importants. Et enfin, pour moi, ce qui paraît vraiment significatif autour de cet enjeu de connexion, c'est vraiment qu'on ait l'adhésion de la population au cœur du jeu. Si on est dans un système de contraintes, ça a été dit par d'autres tout à l'heure et très bien, je pense qu'on aura des difficultés à faire les choses, tout simplement. Voilà. Donc il faut donner des alternatives et donner des leviers. C'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur la question de l'ingénierie, qui peut être territoriale. Il y a des besoins dans les campagnes,
comment on répond à ces besoins. Il y a aussi l'enjeu du service public, j'insiste là-dessus, parce que ce qui a détricoté aussi la cohésion sociale, c'est que dans des tas d'endroits aujourd'hui, dans des zones reculées, par exemple de Bourgogne-Franche-Comté, les gens ne se sentent plus faire cohésion parce qu'ils n'ont plus accès aux services publics. Un exemple, j'ai pas de réseau dans le nord du Châtillonnais, dans le nord de la Côte d'Or, mais je peux discuter avec ma fille qui pourrait, par exemple, être en haut de l'Himalaya. Donc on a un petit sujet quand même qui est important en termes de réseau. Je me tourne à présent, retour à Toulouse, vers Antoine Lebrun. Alors, comment on rend la ville désirable, accueillante? Comment, justement, avec un effet d'entraînement, on fait adhérer de plus en plus de gens? Une des réponses, bien entendu, c'est pas la seule, mais c'est donner la part belle aux usages. On parle beaucoup dans plein de secteurs de l'économie de la fonctionnalité. C'est passer de la vente d'un produit à la vente d'un service ou d'un usage. Nous, chez LP, on développe aussi bien des résidences d'habitation que des résidences-services. Et c'est vrai que quand on est dans cette approche d'exploitant, de gestionnaire, on ne se pose pas forcément les mêmes questions que quand on a uniquement l'approche de construction. Et là, aujourd'hui, pendant cette période de crise énergétique, on voit bien que tout ce qu'on va pouvoir investir dans la construction va bénéficier à l'usager. Donc il faut absolument se reconnecter à cet usage, passer plus de temps sur la conception. Je fais le lien tout à l'heure avec ce que vous disiez tout à l'heure. Par exemple, le modulaire, c'est pas uniquement une alternative, c'est pas un matériau qu'on change pour un autre. On a besoin, en tant que promoteur et qu'équipe de conception, de vraiment repenser la temporalité, la chronologie du projet, passer beaucoup plus de temps en conception. Il y avait une étude il n'y a pas longtemps du hub des prescripteurs bas carbone qui est menée notamment par l'IFPEB et par Carbone 4, qui a cherché à savoir quel était le coût des gains carbone. Et il y avait un premier constat qui était très très fort, c'était qu'on pouvait atteindre jusqu'à 10% d'économie carbone sans dépenser plus. Et la seule chose qui était différente, c'était de passer plus de temps en conception. Donc rendre la ville plus durable, plus désirable et plus décarbonée, c'est accepter de passer plus de temps en conception et d'intégrer davantage les usages. Cyril, passer plus de temps en conception. Comment ça se passe de votre côté? Vous avez dit on s'inspire de l'aéro, on s'inspire de l'industrie, mais on reste aussi des artisans. Vous l'avez dit là encore que le secteur a peu évolué, mais on a dû perdre aussi des savoir-faire ancestraux qu'il faut peut-être remettre au goût du jour. Oui, effectivement, on est dans un changement de paradigme, c'est-à-dire qu'on est obligé de changer notre manière de concevoir les choses. C'est-à-dire que, je parlais tout à l'heure d'improvisation sur le bâtiment, certains d'entre vous ont peut-être participé à des chantiers, on s'aperçoit souvent que c'est effectivement de l'improvisation, parce que les artisans, il y a toute une association d'artisans qui doivent travailler ensemble sur un même projet avec des adaptations, et du coup, on revoit systématiquement le projet. Aujourd'hui, l'approche industrielle, quand on conçoit un avion, avant même qu'il décolle, on sait très bien que ça va bien fonctionner, heureusement. Et au niveau du bâtiment, on a assez peu de choses assez similaires. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, il faut imaginer de travailler différemment, c'est-à-dire qu'il y a un gros travail en phase amont du projet avec les équipes de maîtrise d'œuvre pour concevoir correctement le projet, se garantir que ça va bien fonctionner. Et une fois qu'on a tout validé, effectivement, après, on lance la production. Le fait de pouvoir industrialiser, en fait, ce que je vais faire aussi un petit rappel au niveau du bâtiment, c'est qu'aujourd'hui, c'est un métier qui n'est pas très sexy. On parlait de difficultés de s'approvisionner en matières premières, mais en termes de main-d'œuvre, on s'aperçoit que c'est pas si simple que ça de recruter. Et aujourd'hui, l'industrialisation, le fait de travailler dans des unités, on va dire, industrielles où il fait pas chaud, il fait pas froid, il pleut pas, va attirer un petit peu plus de personnel dans notre métier, va le rendre un petit peu plus sexy. Et on le voit nous aujourd'hui, on travaille, en début d'année prochaine, on lance un campus de formation pour notre métier, parce que quand on est dans l'automobile, vous n'avez pas une école qui vous apprend à poser des commodos, c'est-à-dire que c'est l'industriel automobile qui va former des agents pour pouvoir poser ces équipements, et donc c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Nous, on aime appeler notre métier de l'industrisana, c'est-à-dire qu'on a malgré tout des gens du bâtiment, mais on leur apprend à travailler dans une méthode de ligne, on se fait accompagner par des experts de l'aéronautique, parce qu'on est dans une région où on est assez bien servi par rapport à ça. Et donc, on va mettre en place des procédures et des protocoles d'amélioration continue, de circuits de production pour faire en sorte qu'on ait très peu de déchets, voire pas du tout, et de fabriquer bien dès la première fois, quoi. Très bien. Denis, finalement, cette question du bien habité, on voit qu'il y a des solutions existent à différentes échelles. Il y a des problématiques plurifactorielles, et notamment celle du financement, des matériaux, de l'organisation. Mais cette question du bien habité, elle devient finalement un élément d'attractivité du territoire.
Bien sûr, bien sûr. Mais les gens aujourd'hui, ensuite, il n'y a pas si longtemps de la crise du Covid, donc les gens sont très attentifs à ça. Ils l'ont vécu dans leur chair, si j'ose dire. Donc la question de la qualité de la vie, de la santé, la facilité d'accès aux services, qu'ils soient privés, qu'ils soient publics, tous ces éléments-là aujourd'hui deviennent des éléments importants dans les choix que vont faire les personnes. Et il appartient à la puissance publique et évidemment aux élus d'amener des réponses. Pour autant, euh, ce sont des sujets qui sont à la fois complexes, parce que la question de la résilience, elle touche de multiples facteurs, ce que vous disiez. C'est des sujets physiques. Comment on crée un accueil physique de manière à ce que les gens ne se sentent pas complètement démunis lorsqu'ils doivent faire leur déclaration sur Internet, par exemple. Depuis 2022, tout le monde doit faire ça par Internet, mais 40% des gens ne sont soit pas capables de le faire, soit n'ont pas les équipements pour le faire. Donc, il ne suffit pas de décréter d'en haut qu'on va faire comme ça. Il faut s'assurer que les gens sont en capacité de le faire et qu'il y a une adhésion aussi à cet enjeu-là. Il y a des gens qui ont le droit d'avoir une autre manière de faire. Même si c'est économique, est-ce que c'est social? Donc ça, c'est des questions qu'on doit se poser. La question aussi du numérique, des réseaux et de comment on tire le meilleur de ces bases de données. On a des bases de données partout, mais aujourd'hui, elles ne sont pas partagées. Donc, autour du logement, on ne sait pas faire un diagnostic complet pour un territoire. On voit bien l'État, aujourd'hui, on l'a vu tout à l'heure avec Capopsu, peut amener ces éléments de diagnostic et partager peut-être des éléments de diagnostic locaux. Peut-être qu'en se mettant autour de la table, à ce moment-là, on peut adresser le sujet de manière un peu plus puissante, organisée, coordonnée, et reprendre la main pour donner du sens à la politique et passer à l'action. Parce qu'en fait, il y a un peu trop de discours et il faut passer à l'action. Et puis enfin, ce qui me paraît important, c'est vraiment l'alliance des territoires. On est dans un moment où on voit bien parfois la tentation de vouloir opposer le rural et l'urbain, ce qui est complètement stupide quand on réfléchit un petit peu en termes de logique de projet, alimentation, les enjeux sur l'eau, les enjeux sont écosystémiques, ça a été largement dit. Et donc, à mon sens, il faut là aussi essayer d'avoir l'ensemble des acteurs autour de la table et définir ensemble une politique. Mais j'insiste sur ce point-là, ça ne peut pas être fait hors sol, ça ne peut pas être fait sans les habitants du territoire, parce que sinon on n'aura pas l'adhésion nécessaire pour changer les comportements. Parce qu'au fond, c'est des comportements qu'il faut aussi changer, il n'y a pas que des solutions technologiques, il y a aussi des choses très simples. La meilleure énergie, c'est celle qu'on n'utilise pas. Ne pas se déplacer, parfois, c'est la bonne façon de faire. Ou se déplacer avec le bon mode, c'est la bonne façon de faire. Voilà. Je vais être obligé de vous laisser parce que c'est un peu Oui, tendu en termes d'agenda. merci Denis. Oui, on m'a dit qu'à la cantoche, il y avait du lapin à la moutarde, c'est important pour les Dijonais. Donc, à très Voilà, vite. c'est tout à fait ça, mais bon, Je j'en plaisante. parlerai au lapin. Merci de votre intervention. Antoine, à votre échelle, à l'échelle de promoteur, on l'a dit, il y avait la problématique du financement. Comment est-ce qu'on finance cette transition énergétique différemment? Alors déjà, c'est vrai que Merci. quand on parle de la transformation des modes de construction, moi je fais souvent face en interne et en externe à oui mais c'est plus cher. Je pense que la bonne question à se poser, c'est quel est le coût de ne pas changer. Et aujourd'hui, on voit avec les crises du Covid, la crise en Ukraine, la crise énergétique, on voit que les méthodes traditionnelles de construction, elles sont très fortement carbonées, elles dépendent beaucoup de l'énergie. Là, dans les mois qui précèdent, là, on a connu des usines de production du carrelage qui ont dû fermer devant l'augmentation du prix du gaz. On a tout un tas de modèles économiques qui sont mis à rude épreuve parce qu'ils sont fortement exposés aux risques énergétiques et à des chaînes d'approvisionnement très longues. 60% de l'acier qui est produit passe par la Chine. Et ben aujourd'hui, si je dépends fortement de l'acier, avec les crises qu'on vit aujourd'hui, je suis plus embêté que si je produit des briques en terre crue à Groyet avec de la terre locale sans cuisson. Et donc ça, c'est hyper important et je pense que les écarts de coûts qu'on a pu observer dans le passé, inévitablement, ils vont tendre à se réduire. Donc investir dans ces matériaux de demain aujourd'hui pour aider ces filières à se développer, pour aider ces filières à produire à moindre coût, c'est préparer l'avenir. Et ensuite, il y a une petite dissonance sur laquelle il faut travailler, c'est que dans toutes les approches de méthodologie de calcul carbone, on aborde désormais les choses sous l'angle du cycle de vie. Le cycle de vie intègre la durée d'usage de 50 ans. En revanche, sur l'aspect économique, et c'est une des petites difficultés qu'on doit surmonter, aujourd'hui, le promoteur ou le constructeur qui dépense plus dans la phase de construction, il a du mal à valoriser l'impact que ça va avoir pour l'usager. Tout à l'heure, on donnait un exemple avec Madame Lecomte. Aujourd'hui, il est possible techniquement de construire une maison ou un logement qui n'a pas besoin de chauffage ou de climatisation. En revanche,
Le futur propriétaire, quand il va aller voir son banquier pour emprunter, le banquier il va lui demander combien coûte son logement, il ne va pas lui demander combien il fera d'économie d'énergie en achetant avec ce promoteur. Du coup, il faut réconcilier de manière économique ces deux sphères-là, qui sont la sphère de la construction et la sphère de l'usage. Merci beaucoup. On va terminer avec vous, Cyril. Est-ce qu'on peut envisager, habiter autrement demain, avoir peut-être même une maison d'occasion? Je déménage et je prends ma maison avec moi, si elle est modulaire. Allez, faites-nous rêver un peu sur des nouvelles possibilités. Je pense que la plus grande difficulté aujourd'hui, c'est en fait l'éducation qu'on a tout petit. On nous lit les 3 petits cochons, donc on est comment dire, on investit dans la pierre, enfin, on a toute une éducation sur le bâti, le logement. Aujourd'hui, il faut imaginer le logement plutôt comme un bien, comme un objet. Et effectivement, enfin, nous, on a déjà participé à ça, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de déplacer un logement et le déménager parce que vous êtes muté, on va vous déménager votre maison, mais on pourrait tout à fait aussi imaginer que la parcelle dans laquelle vous êtes, vous avez eu un bail amphithéotique, c'est-à-dire qu'on vous a permis d'occuper le terrain parce qu'on n'avait pas un usage immédiat de cette parcelle, et de dire on met à disposition, la commune met à disposition du foncier sur 10, 15, 20 ou 30 ans pour faire du logement, et on sait que dans 30 ans, on aura la possibilité de changer le bâtiment. Nous, actuellement, on est en train de discuter pour des assises en Occitanie, pour mettre des assises, où on sait que dans 10 ans, le bâtiment devra être déplacé sur une autre région, parce qu'a priori, ils auront traité tous les dossiers juridiques du coin, et donc on nous demandera de le déplacer sur un territoire. Donc effectivement, c'est des choses qui sont peut-être assez difficilement percevables aujourd'hui, parce que c'est pas dans ce qu'on connaît, mais effectivement, c'est des bâtiments qui pourront être déplacés, déménagés. Il faut savoir qu'au Japon, Toyota, qui est un gros constructeur, au-delà de construire des véhicules, ils construisent aussi des logements. Et les logements qu'ils ont construits dans les années 80, aujourd'hui, ils ont monté des usines pour pouvoir récupérer ces logements et les mettre aux normes et les remettre en application en donnant une garantie de 60 ans sur ce logement-là. Donc vous voyez, tout un tas de marchés qui vont émerger de cette approche-là industrielle. On est au début de tout ça, et on a besoin, en fait, si moi j'ai un mot à dire, c'est qu'aujourd'hui on a besoin plutôt du changement de paradigme au niveau même des maîtres d'ouvrage. C'est-à-dire qu'on entend souvent on veut du changement, mais dans la manière d'agir, ça reste toujours à peu près la même chose. Voilà, donc il faut, je pense, avoir confiance dans cette approche-là. Effectivement, en termes de coût, il y a peut-être une petite différence au départ, mais il faut plutôt avoir une réflexion, une réaction au coût global. Le coût global, c'est quoi? C'est le coût de construction et le coût d'usage sur 20-30 ans. Et là, effectivement, quand on regarde cette approche-là, le coût de construction sur un coût global de 30 ans, c'est entre 25 et 30%. Donc souvent on nous parle de ratio mètre carré, 1000, 1500, 2000, ça ne veut pas dire grand-chose. Si demain le bâtiment est moins consommateur d'énergie, que vous le récupérez et que vous avez un confort d'usage, nous ne posons pas la question de ce que ça coûte. Enfin, bien sûr qu'il faut se poser la question, mais voilà, ça ouvre des perspectives complètement différentes. Je ris parce que je vois un banquier dans la salle. On aura l'occasion d'en discuter. Antoine, très rapidement, pour conclure le futur. Déjà, pour un promoteur, de parler de terre crue tout à l'heure, et vous avez expliqué que c'était complètement rationnel économiquement parlant. On disait que les maîtres d'ouvrage ils veulent du changement, mais c'est encore un peu frileux. Moi, je dis toujours au travail, le changement, c'est un fil, il faut le tendre au maximum, il ne faut pas le casser. Donc, on a vu tout un tas de solutions qui sont à développer de manière partenariale avec les constructeurs, avec les aménageurs, les métropoles. Et voilà, et moi je pense que cette approche de cycle de vie et d'usage, elle doit s'étendre à toutes les sphères, pas uniquement la sphère technique, mais aussi la sphère économique. Et je pense qu'avec cette approche un petit peu plus à long terme, on va pouvoir permettre l'accélération de toute la décarbonation du secteur et d'aller tous dans le bon sens. Voilà. Merci beaucoup, on vous applaudit chaleureusement tous les deux. Merci à vous.